La première raison, c'est que on est tous un peu victimes du rêve américain. On pense tous que on a, si on travaille bien, de bonnes chances de faire fortune et on voudrait surtout pas être trop imposé si on est le futur Bill Gates, par exemple, ou je ne sais pas, le futur, la future star de la Ligue nationale ou la prochaine star de la chanson. Ben, évidemment, on espère qu'on n'aura pas à ce moment-là à donner 75% de notre salaire. Donc, on est moins critique de ce genre de politique. D'ailleurs, juste pour vous donner un exemple de ça, on a demandé aux Américains, est-ce que vous croyez que des politiques fiscales qui sont à l'avantage du 1% le plus riche sont aussi à votre avantage? 20% des Américains ont répondu oui, je pense que les politiques fiscales à l'avantage du 1% le plus riche sont à mon avantage maintenant. Ah oui. Et puis il y a un autre 20% qui croit que des politiques fiscales à l'avantage du 1% le plus riche seront bientôt à leur avantage, quand enfin ils vont avoir écrit ce super succès souvenir qu'on entendra en boucle à la radio. Donc, on a 40%, je ne pense pas que ce soit très différent au Canada, aux États-Unis, on a 40% de la population qui croit qu'elle fait partie ou elle fera partie de ce groupe qui bénéficie de politiques fiscales à l'avantage des plus riches. Je passe le deuxième. Question de temps. Une des raisons pour lesquelles on croit que des politiques fiscales sont à notre avantage, même si on ne fait pas partie des plus riches, c'est parce que c'est à cause de la popularité de la théorie du ruissellement économique, ce qu'on appelle en anglais la trickle-down economics. Donc, théorie du ruissellement économique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que dit cette théorie? Elle nous dit essentiellement la chose suivante. Il est important de laisser les plus riches s'enrichir parce que c'est ainsi qu'une société devient suffisamment productive pour créer de la richesse pour tout le monde. Donc, si on laisse les plus riches s'enrichir, on peut s'attendre à ce que leur fortune ruisselle, le nom de la théorie, hein, sur l'ensemble de la société. Ça, c'est une théorie extrêmement populaire qu'on répète constamment dans les médias. Arrêtez de mettre des bâtons dans les roues des plus riches, n'augmentez pas les impôts parce qu'on va tous s'appauvrir collectivement si on le fait. Mais il y a un problème. Il y a un problème, en fait, la théorie du ruissellement économique, elle est fausse en théorie et elle est fausse en pratique. En fait, on répète souvent dans les médias que cette théorie est vraie, mais tous les économistes sérieux vous le diront. Je ne parle pas d'économistes de gauche, là. Je parle de tout économiste sérieux a bien montré, on développe un peu là-dessus dans le livre, que la théorie du ruissellement économique ne tient pas la route selon la théorie économique. Donc ça, je vous disais, elle est fausse en théorie, mais elle est aussi fausse en pratique. C'est-à-dire depuis 40 ans qu'on nous parle de la théorie du ruissellement économique, depuis 40 ans qu'on diminue le fardeau fiscal des plus riches pour nous assurer que leur richesse ruissellera sur l'ensemble de la population, mais toute étude comparée entre les pays qui ont allégé le fardeau fiscal des plus riches démontre en fait que ça ne s'est jamais produit. Ça prend combien de temps à ruisseler de la richesse? Donc, théorie qui est fausse et en pratique, et en théorie, mais qu'on accepte encore, qu'on nous répète sans cesse. Puis, j'ajouterais un troisième élément, c'est qu'on n'a pas toujours bien conscience de l'importance des inégalités. Malheureusement, on n'a pas d'études de ce genre-là qui ont été faites au Canada, mais aux États-Unis, on a demandé aux Américains, donc vous voyez, c'est le dernier paragraphe, on a demandé aux Américains quelle part de la richesse nationale croyez-vous que détient le 40% le plus pauvre de la population et quelle part de la richesse croyez-vous que le 20% le plus riche détient? Donc, les Américains, ça, c'est ce qu'ils croient. Hein. On dit, en général, on croit que le 40% le plus pauvre possède 9% de la richesse et que le 20% le plus riche en possède 59%. Donc, les gens sont tout à fait conscients qu'il y a des inégalités. Voilà les inégalités dans lesquelles ils croient. Mais la réalité est bien différente. En réalité, le 40%, ça c'est 2 personnes sur 5 aux États-Unis, là. Le 40% le plus pauvre des Américains, plus de 100 millions des Américains, possèdent 0,3% de la richesse.
le 20% le plus riche possède 84% de la richesse. Donc ça, c'est peut-être une autre explication, c'est que les gens ne réalisent pas à quel point la société dans laquelle ils vivent est inégalitaire. Maintenant, on peut, au-delà de ça, on peut quand même imaginer un bon argument, l'argument qui nous semble à première vue le plus fort pour défendre les inégalités. C'est l'argument qui est souvent proposé par les penseurs de la droite économique. C'est celui qu'on appelle dans notre livre cet argument l'argument de l'homo cruseoconomicus.